Bon, on va ouvrir la séance et je vais procéder donc à l'appel pour vérifier le quorum. Donc Sabrina va arriver avec retard, mais elle a donné pouvoir à Vincent Clédière, à Vincent. Éric, présent. Ève, présent. Denis, Lucie, présent. Bertrand, présent. Charlotte, présent. Jacques, présent. Caroline de Sazélie, absente. Caroline Bouy. Oui. Hervé est absent. Il m'a donné son pouvoir. Vincent, présent. Voilà. Mathieu, présent. Siam a donné son pouvoir à Ève. Maëlys a donné son pouvoir à Frédéric. Frédéric. Laurent est... D'accord, donc on va être... Voilà. Julien. Ségolène. Bon, on n'a pas de nouvelles, là. Stéphanie. Françoise a donné son pouvoir à Stéphanie, c'est ça? Patrick est absent, il a donné son pouvoir à Alexandre. Oui, non, j'étais au fait. Jean-Claire, il est... D'accord. Alexandre, là, cette fois-ci, c'est toi. Tu es présent? Bien sûr. Dominique. Présent. Voilà. Et Claude, présent. Donc, le quorum qui est de 14 est nettement atteint. Alors, là, on n'a pas eu d'informations, malgré nos relances, sur la désignation du secrétaire de séance. Ah, c'est Ève. Ah, bah, très bien. Toutes mes félicitations. Voilà. Super. Voilà. Voilà. Alors, avant de passer à l'ordre du jour, je voulais accueillir officiellement Jean-Claire Buchard, à qui nous souhaitons la bienvenue, qui a déjà participé à notre commission générale du 7 décembre. Donc, bienvenue parmi nous. Je voulais aussi remercier Noël, qui a assuré pendant plusieurs mandatures une délégation dense, celle des affaires sociales, auxquelles on pourrait rajouter les ressources humaines, et par ailleurs sur sa contribution au sein de notre CCAS jusqu'à ce jour. La semaine dernière, nous avons rendu hommage à Daniel Cordier, à qui on a remis l'ordre du mérite, qui, côté activité culturelle, a œuvré au profit de nos concitoyens pendant de nombreuses années. Et dans mon intervention, j'ai rappelé que l'action municipale s'inscrit toujours dans la continuité et la persévérance, avec pour objectif l'intérêt général. Et c'est le cas de Daniel et de Noël dans leur démarche qui, pendant de longues années, ont assuré de belles missions au service des autres. Voilà ce que je voulais dire en introduction. On va passer à... Donc là, je vais passer à l'ordre du jour. On a 16 points, 16 points à l'ordre du jour. On va tâcher effectivement d'être synthétique pour les intervenants que nous sommes, y compris pour moi-même. Je dirais qu'il y a quatre gros sujets. La définition des zones accélérées de production des énergies renouvelables, dont nous parlera Caroline. L'approbation du schéma directeur des pistes cyclables, dont nous parlera Denis. La convention cadre concernant la gestion au flux des droits de réservation des logements sociaux, et ça sera Lucie qui nous en parlera. Et puis, Bertrand nous parlera de l'attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, concernant ces 16 points, l'ordre du jour est-il adopté? Êtes-vous pour? Voilà. D'accord, donc à l'unanimité. Donc, l'ordre du jour, à l'unanimité, donc, est adopté.
nous passons à l'approbation du PV, de la séance du 12 octobre 2023, que vous avez tous reçu. J'espère que cette fois, vous l'avez bien eu. Y a-t-il des commentaires, des corrections éventuelles? Donc le PV est adopté. Merci. Et voilà. On va passer aux décisions. Donc, vous avez dans la note de synthèse sur la première page les 4 décisions qui ont été prises. Le contrat Sépur, pour la prolongation du marché de nettoiement de voirie jusqu'au 31 octobre 2023. Donc, pour 8 930 hors taxe. La deuxième délib, c'est la signature du marché pour l'extension du cabinet médical qui s'élève à 537 000 €. Voilà. Donc, ce montant comprend effectivement la démolition, le couvert, les fluides, les sols, murs, plafonds, l'ascenseur PMR, et l'AMO et les études. Et nous obtiendrons effectivement pour subvention 410 000, donc à hauteur de 62%. Et nous espérons avoir une autre subvention dans le cadre du désert médical de la part de la région, mais leur prochaine séance, c'est au mois de mars. On me l'a promis, mais bon, on verra. Ce qui augmenterait encore le pourcentage de subvention, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La troisième décision a trait à l'ouverture d'un compte à terme, où nous placerons des fonds à 3,66%, très exactement, et qui générera un gain de 14 000 € suite au placement de la cession du bâtiment situé au 45 et 45 bis Grand Rue, à hauteur de 375 000 €. Voilà. Et enfin, la dernière décision, donc c'est au titre du marché de réhabilitation du système de chauffage et de la climatisation de la bibliothèque et de la salle Georges Lemaire, à hauteur de 116 000 € ou 139 TTC, auprès de la société Rénovaire Génie Climatique. Voilà, y a-t-il des questions? Voilà donc pour les décisions. Je vais passer la parole donc au sujet, là on rentre effectivement dans les délibs avec l'ouverture des crédits d'investissement. C'est une délib qu'on retrouve chaque année en début d'année. Voilà, je laisse la parole à Éric. Bonsoir. Le budget primitif 2024 n'étant bien entendu pas encore voté, il sera présenté au mois d'avril 2024. Dans l'attente de ce vote et afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement ou de fonctionnement, il est proposé d'ouvrir par anticipation des budgets pour cet exercice 2024. Alors, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il n'y a pas lieu de délibérer. Nous sommes autorisés à engager jusqu'au montant de ce qui a été dépensé l'année précédente, en 2023. Donc, il n'y a pas de délibération. Par contre, pour les investissements, nous sommes limités au quart des crédits ouverts en 2023 pour ces investissements, c'est-à-dire une somme de 1 576 963 €. Et c'est ce qu'il vous est demandé ce soir, c'est d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite des crédits présentés ci-dessus, c'est-à-dire le quart de ce qui a été présenté au budget 2023. 1 576 963. Et nous votons pour cette délibération. Y a-t-il des questions? Donc nous procédons au vote. Donc qui est pour?
J'aurais dû commencer par qui est contre, qui s'abstient. Donc il y a trois abstentions. Merci. Jacques, juste pour expliquer notre vote, simplement, si tant est qu'effectivement c'est une démarche technique et automatique, comme nous ne validons pas forcément tous les dossiers qui sont présentés je dirais, en investissement dans ce déblocage de début d'année, nous préférons ne pas prendre position sur le dit déblocage. Et je pense en particulier aux travaux de l'hôtel de ville. Pardon ? Aux travaux de l'hôtel de ville. Oui. Voilà, c'est juste d'accord, on sera plus précis sur cette ligne-là lors de la présentation du BPI, hein, bien entendu. D'accord, merci. Donc, cette délibération donc, est acceptée. Nous passons à la suivante, la tarification des salles communales, donc en évitant la lecture de toute la liste que vous avez sous les yeux. Alors, je préciserai simplement que la Banque centrale européenne prévoit une inflation pour l'année prochaine de 3,2%, que nous pensons limiter l'augmentation de tous ces tarifs de salles, de régie, de droits de voirie, etc. à 3%. Je vous laisse prendre connaissance des différentes catégories qui sont concernées. Et donc, d'une façon uniforme, arrondie à l'euro le plus proche, nous envisageons donc d'augmenter ces tarifs de 3%. Merci Eric. Avez-vous des questions sur ce sujet? Voilà, procédons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, cette délibération est acceptée. Passons à la troisième, où là, on va nous parler d'amortissement. Alors, il s'agit de précisions en matière d'amortissement et d'immobilisation. C'est un sujet qui est autrement plus technique. Il s'agit d'une régularisation à la demande des services de gestion comptable de Versailles et qui réagissent tout simplement, excusez-moi du peu, d'une délibération qui a été prise le 19 décembre 2001, c'est-à-dire il y a 22 ans, et délibération qui prévoyait tout simplement que nous pouvions amortir les bâtiments à raison de les bâtiments de la commune sur 30 ans. C'est ce qui a été passé en 2001. Dans la pratique, la commune a pris la décision de n'amortir que les bâtiments productifs de revenus. Autrement dit, les bâtiments de rapport. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement des bâtiments qu'on met à disposition d'une clientèle, de locataires, et qui génèrent des revenus pour la commune. C'est la politique qui a été effectivement retenue par la commune, ce qui veut dire qu'on exclut d'office tout ce qui est bâtiment public non productif de revenus. Ces bâtiments représentant d'ailleurs la quasi-totalité de notre parc. C'est un choix qui a été pris par la commune, qui est tout à fait reconnu par le service de gestion, sauf que la délibération de 2001 telle qu'elle est libellée ne le spécifie pas. Et à ce titre, pour être en règle avec ce qui a été écrit, le service de gestion nous demande de régulariser la situation et de préciser d'une façon de délibérer sur le fait que nous, communes, n'amortissons que les bâtiments productifs de revenus. Voilà. Ça, c'est un premier point. Il y en a d'autres. Ils ont été cherchés un petit peu plus loin. Il y a également ce qui concerne les subventions d'équipement que nous avons pu verser. Il a été relevé une subvention de 2 000 € versée au Liban. Il s'agissait de travaux d'assainissement. Ils ne reviennent pas du tout sur cette subvention, mais ils nous demandent simplement d'acter que
toute subvention d'équipement sur un bien mobilier sera amortie sur 5 ans. Ça n'a jamais été précisé. De la même façon, il relève que la surcharge foncière que l'on vient de verser à Domnis, subvention de 105 000 €, qui concerne des activités immobilières, et bien que cette subvention d'équipement soit amortie sur 30 ans. Voilà. Ça, ce sont les 2 points précis. De la même façon, encore un autre point qu'il nous demande de valider, c'est le fait que, alors c'est complètement technique et vous allez trouver ça un peu désuet, c'est que pour toutes ces opérations, on retient des numéros de compte et que ces numéros de compte peuvent évoluer dans le temps, de la même façon que les nomenclatures peuvent changer. On est passé d'une nomenclature M14 à une nomenclature M57. Eh bien, pour s'éviter d'avoir à redélibérer, il nous demande simplement d'acter que ces différents paramètres peuvent évoluer. Et par conséquent, la délibération du soir est la suivante. Concernant la délibération du 19 décembre 2001, il est demandé de préciser que la délibération de décembre 2001 continuera à s'appliquer pour les biens acquis antérieurement au 1er janvier 2024. C'est-à-dire que pour le passé, on ne change rien. De préciser que les bâtiments de la collectivité ne s'amortissent pas, à l'exception des immeubles productifs de revenus qui, eux, s'amortissent sur une durée de 30 ans. De préciser que la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées s'établit comme suit. Les subventions d'équipement versées finançant un bien mobilier sur 5 ans, les subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers sur 30 ans. Voilà. Enfin, dernier point, sur la délibération du 4 juillet 2023, de préciser que les numéros de compte annexés ne sont notés qu'à titre indicatif et qu'ils évolueront en fonction des modifications des comptes de la nomenclature M57. Enfin, d'allonger la durée d'amortissement des bâtiments privés immeubles de rapport de 15 à 30 ans. Voilà. Ce sont donc des régularisations par rapport à des délibérations que nous avons prises dans le passé. Merci Eric sur ces propos très techniques. Donc je pense qu'on n'a pas le choix. Et donc, on ne peut que voter pour, tous. Voilà. À moins que quelqu'un ait une question à poser, mais c'est pas passionnant. Comment ça, c'est pas passionnant? Tout à fait désagréable. Il est vexé. Excusez-moi, je l'ai vexé. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Voilà. Merci, mon cher. Merci. Mon cher Eric. Je ne recommencerai plus à faire ce type de commentaire. Pardon. Jacques, on vote, s'il te plaît. On peut voter? On n'a pas voté. Non, si, je viens de le prononcer. Ah pardon, je n'ai pas entendu. Je viens de le prononcer. J'ai pas entendu, mais je n'ai pas eu Non, soyez... J'essaye de gagner du temps, mais si vous voulez, on peut faire les choses en bonne et due forme, mais comme je l'ai dit, on n'a pas le choix. Alors. Voilà. Alors, on va passer à la 4e délib, qui n'est pas une délibération, c'est simplement... Non, mais j'avais une question sur la... Comment? Une question de Dominique. J'ai demandé la parole. Ben oui, je te la donne, oui. Okay. C'est après le vote. Mais si, je viens de le faire. Alors, on va le refaire pour une délib sur laquelle on n'a pas du tout le choix. J'ai pensé que tout le monde était d'accord. Dominique a une question à poser aussi. Moi, j'avais une question de compréhension. Alors, je peux voter n'importe quoi et puis poser ma question après. Mais non, on ne vote pas n'importe quoi. Je t'écoute, Dominique. Je t'écoute. Donc, Eric a parlé de la subvention d'Omnis, que je ne trouve pas dans le texte de la résolution. Ça a quelles conséquences que de passer de, je ne sais plus quelle durée d'amortissement précédemment à 30 ans? Eh bien, on passe effectivement, dans un premier temps, on avait acté de passer cet amortissement sur 15 ans, on va passer sur 30 ans. Ça a tout simplement l'avantage, c'est qu'au point de vue charge que l'on passe tous les ans, cette charge va être de moitié par rapport à ce qu'on a passé jusqu'à présent. Voilà.
Donc c'est plutôt favorable pour la présentation à court terme de nos comptes. Voilà. Bon. D'accord. Alors on va procéder au vote. Qui est contre? Juste une petite intervention, c'est que Bailly n'a pas l'exclusivité de ce genre de délibération. Je pense qu'il y a un mot d'ordre de la DGFiP sur les durées d'amortissement, puisque certaines villes que je connais bien ont fait la même chose. Merci, Merci Bertrand. je me sens moins seul, c'est bien. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc cette délibération est acceptée. Merci. Voilà. Alors ensuite, on a le rapport d'activité de VGP. Alors, justement, pour éviter des trop longues lectures, vous en avez un exemplaire. Hein. Bon, on a rappelé dans la note de synthèse les différentes compétences de VGP. Hein. Voilà, concernant effectivement l'assainissement, hein, ou la prévention des inondations et des milieux aquatiques, donc une convention a été réalisée, hein, pour des études hydrauliques et hydromorphologiques sur les bassins de la Seine mantoise et ses affluents, incluant la Maulde et le Rue de Galie. Ensuite, sur la page suivante, en termes de déplacement, évidemment, ça a été l'inauguration de la nouvelle ligne de tramway T13, hein, qu'on connaît bien. Hein, le fait aussi que le vélo est mis à l'honneur avec la 3e édition de la fête du vélo. Voilà. Sur l'aménagement du territoire, donc VGP continue l'aménagement de l'allée royale de Villepreux avec la 2e phase de plantation. Hein. Donc là, ça c'était donc en 2022, et il y a une continuation aujourd'hui à partir de la grille jusqu'à l'autoroute A12. Hein. Le moulin de Saint-Cyr, donc est voué à être démoli, il est aujourd'hui démoli. Concernant l'habitat, hein, donc là, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'élaboration d'un programme de l'habitat intercommunal. Donc c'est sous l'égide d'un consultant qui nous interviewe régulièrement. Hein, et là, donc c'est un travail important. Hein, il s'agit, vous voyez, en 2021, hein, il y a 1700 attributions au sein de l'ensemble de Versailles Grand Parc pour 13 000 demandés. Donc on est aujourd'hui sur une attribution pour 8 demandes. Et tout cela au bout de 30 mois d'attente pour le principal intéressé. Donc on récupère toutes ces informations et on s'efforcera effectivement d'améliorer pour avoir effectivement les logements sociaux et d'évoluer vers les 25% d'une part, et pour permettre aux bénéficiaires d'attendre moins longtemps. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Ensuite, il y a le développement économique. Et là, je veux attirer simplement sur ce qui se passe aujourd'hui sur VGP. On est en train de constituer une société d'économie mixte qui renforcera le portage immobilier à vocation commerciale. Hein, voilà, en transformant Versailles Habitat avec un partenariat, hein, qui sera la Caisse des dépôts, pour faire en sorte que cette nouvelle structure puisse faire des études, puisse acquérir, puisse faire des travaux et soutenir, je dirais, l'habitat et l'habitat commercial. Et pour nous, c'est important. Hein, on y travaille tous, enfin tous les maires de VGP, plus les services concernés. C'est quelque chose d'important. Je préfère vous dire effectivement les sujets d'actualité que le rapport que vous lirez de votre côté chez vous. Concernant la ville intelligente, ben là, c'est le déploiement de la vidéosurveillance. Hein. Donc là, nous sommes à 23 caméras, dont 4 encore en attente, et notamment celles que nous placerons sur la place du marché. Voilà, on réfléchit aussi sur des centres de surveillance. Hein, sur Versailles, sur VGP, nous en avons 3. Hein. Vous avez celui de Versailles, vous avez le CSU Sud, qui comprend
Saint-Cyr, Bois d'Arcy et Fontenay. Et puis vous avez le nord avec Classel-Saint-Cloud, Bougival, rattaché au Chenay. Et la question, effectivement, se pose pour Bailly et Noisy pour savoir si quelques caméras pourraient être utilisées à être surveillées sur un laps de temps un petit peu plus long. Ce n'est qu'à l'étude aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez sur la ville durable le plan climat, air, énergie territoriale, où là encore VGP consolide toutes les informations émises dans chacune des communes. Il y a les déchets, et les déchets, c'est le fait marquant, c'est le passage de la tarification éco-responsable d'une phase à blanc à une phase réelle à partir du 1er juin 2022 pour cette commune. Donc c'est un sujet sur lequel Bailly va devoir réfléchir. Voilà, aujourd'hui, par habitant, en termes de déchets, c'est 189 kilos. Si on prend les communes qui sont en tarification éco-responsable déjà aujourd'hui, eh bien, il y a eu des économies entre 2021 et début 2024 de 16%. Et hors tarification éco-responsable, donc des communes comme nous, on est plutôt à moins 9%. Donc il va falloir se poser la question si on va vers une tarification éco-responsable dans les prochains mois. Sachant qu'effectivement, sur l'habitat collectif, c'est pas simple. Il y a des dépôts sauvages hors des bornes très, très, très denses, notamment sur Fontenay, sur Bois d'Arcy ou même sur Noisy. Culture et tourisme, là, effectivement, on tâche effectivement que toute la culture de Versailles puisse rayonner, irradier nos communes. On aura le festival électrochic dès le mois de mars, dans sa 3e édition. Il y a le mois Molière, qui est dans le cadre l'année dernière, c'était dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Molière, avec 250 représentations théâtrales. Et là, ce qui est intéressant pour nos communes, c'est que des pièces qui sont passées donc au cours du mois de juin, maintenant, sont à l'affiche sur une ville comme Bailly ou sur Noisy. Donc on s'efforce avec François de Mazières vraiment d'utiliser au mieux ce mois Molière et le disséminer effectivement sur l'ensemble du territoire. Il y a également l'activité du conservatoire à rayonnement régional, dont je m'occupe compte tenu de ma délégation de la culture sur Versailles Grand Parc. Et là, effectivement, je tiens à vous dire qu'au sein de l'auditorium du conservatoire, quasiment chaque week-end, vous avez des spectacles, soit de la danse, soit du concert, chaque week-end. Voilà. Voilà, vous avez aussi quelques chiffres sur les ressources financières de VGP, les recettes à hauteur de 190 millions, des dépenses de 184 et des investissements qui s'élèvent à 15 millions d'euros. Au niveau du personnel, on a 288 agents, mais vous devez incorporer effectivement le tourisme et l'ensemble des professeurs du conservatoire, qui doivent être au nombre de 150. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en résumé. Vous avez le rapport d'activité. Voilà. Si vous avez des questions, voilà. Bon, écoutez, en absence de questions, donc on prend acte du rapport de VGP pour l'année 2022. Donc ce rapport est consultable. Bon, enfin, vous l'avez. Donc voilà. Autre sujet, c'est la modification des comités, c'est la modification de la composition des comités consultatifs. Donc, je rappelle que conformément à notre règlement, il s'agit
d'associer les citoyens volontaires dans cette démarche, et les demandes me sont faites, hein, et c'est celle, effectivement, que je vais vous proposer. Hein. Je rappelle aussi que chaque comité est, dans le cadre du règlement, limité à 12 personnes. Hein. Donc, vous voyez que sur l'urbanisme et l'habitat, hein, je tiens à dire effectivement que toutes les listes sont bien entendu représentées. Hein. On y a ajouté Patrick Menon, hein, et Jérôme Casanova, hein, dans le cadre de l'urbanisme et de l'habitat. Dans le cadre de la circulation et cadre de vie, là, c'est toute la problématique de la rue de Maule, hein, et aussi de la Grand Rue, où on a rajouté Xavier Hermès, Philippe Salavert et François Roche. Hein. Pour la transition écologique urbaine, là, sur les recommandations de Caroline, on a d'abord le représentant de l'ONF et désormais Adrien Jory. On a rajouté effectivement le patron, le directeur de Bio-Yvelines Service, Arnaud Chapelle, Christine Foussat, oui, tu pourras en dire un mot, et Damien Jourdan, qui est de la transition écologique. Oui, je t'en prie. Arnaud Chapelle a simplement remplacé Luc Faucheur au sein de Bio-Yvelines Service, donc on a simplement échangé les noms. Et voilà, effectivement, Damien Jourdan est de l'association Bayinoisie en transition. Voilà, si on parle de Bio-Yvelines Service, je tiens à vous dire que nous allons samedi à 10h, hein, pour tous ceux qui souhaitent être avec nous, on visite Bio-Yvelines Service suite à une demande de quelques habitants, hein, qu'on accompagnera. Hein, voilà, à 10h samedi, si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site à 10h. On sera reçus, accueillis par le directeur et le responsable des services. Voilà. Dernier, non pas dernier, on a... pardon, bah, attends, j'ai pas fini, hein, voilà. Développement économique, on a Jérôme Casanova. Et Plaine de Versailles, hein, dans le cadre de l'aménagement du quartier des Moulineaux, hein, on a rajouté Nicolas Blanchy et Fabien Bacquer. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, je t'en prie, Stéphanie. Simplement, sur le comité transition écologique, donc un comité de Caroline, Jean-Claire venant d'arriver et n'ayant pas de conseiller municipal, donc pas de représentativité, ça l'intéresse. Si Caroline veut bien l'accueillir et si tu en es d'accord, il serait candidat à y participer à l'avenir. Avec plaisir, avec plaisir. Et comme on n'est pas, vous n'êtes pas 12, donc c'est bon. Hein, dans l'écologie urbaine, ben, très bien. Voilà. Donc, si vous avez... Oui, je t'en prie. Oui, je suis membre du conseil municipal pour les 2 premiers groupes. Je ne suis pas extérieur, je suis membre du conseil municipal. Mais c'est parce que j'ai changé de statut. Excuse-moi, d'accord, Dominique. Non, mais pour que ce soit correct. Tu as raison, ça sera corrigé. C'est pareil pour Alexandre. Oui, absolument. Bon, écoutez. Voilà. Ben, Alexandre, il est d'accord. Entendu, on fera le nécessaire. On vous changera de colonne, comme convenu. Ben, merci. Donc, il s'agit d'approuver la composition de ces comités consultatifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, et on va passer donc à la délib 6, qui est le rapport d'activité d'EGS, délégataire du marché forain. Éric? Alors, la société EGF nous a fait parvenir son rapport 2022, ainsi que son compte d'exploitation. Au point de vue chiffre, les recettes représentent 189 800 € pour des charges de 180 000, ce qui dégage un résultat de 7 097 €. L'équilibre donc de cette DSP est bien respecté. Le délégataire indique
que, en ce qui concerne les commerçants, le retour de ces commerçants est plutôt positif. Quant à l'attractivité de ce marché en 2022, c'est-à-dire la première année qui a suivi la Covid. Parallèlement, il est relevé que les marchés en Île-de-France seraient plutôt orientés à la baisse, ce qui semble ne pas être le cas de notre marché. Un nouveau règlement intérieur a été établi en concertation avec les représentants des commerçants et ce règlement intérieur est maintenant en vigueur. Il est noté qu'un point reste à améliorer pour 2023, c'est la gestion des déchets, les commerçants ayant un peu tendance à laisser à même le sol leurs déchets, alors que des containers existent bien. Des nouveaux commerçants sont arrivés, un traiteur italien et un brocanteur antiquaire, ces arrivées étant validées par la commission des commerçants. À titre informatif, il y a 28 commerçants abonnés sur le marché en 2022, avec une place prépondérante pour les fruits, les légumes et les fromages, et en moyenne 10 volants par séance. Voilà, il vous est demandé de prendre acte de la présentation de ce rapport d'activité, dont un exemplaire reste à votre disposition en mairie. Voilà, Stéphanie. Oui, est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de la redevance payée par les commerçants depuis le démarrage et est-ce qu'il est possible d'avoir communication de ce rapport ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, mais je peux vous dire que la redevance à l'heure actuelle est de 60 000 € depuis l'arrivée de GS, qu'il est entendu qu'elle reste à ce niveau tout au moins pour 2024, que nous n'avons pas accepté ni en 2023 ni en 2024, comme le règlement intérieur nous le permettait, nous n'avons pas accepté la moindre revalorisation des redevances, considérant qu'elle était à son juste prix à l'heure actuelle, que les commerçants allaient subir quelques désagréments, quelques désordres peut-être d'activité tout le temps des travaux. C'est la position qui a été retenue par Monsieur le maire. Voilà, c'est ce qu'on a souhaité. Alors, en fait, j'ai du mal à m'exprimer. Ce que je voulais avoir, c'est un détail en fait de l'évolution de ce qu'ils avaient à payer, redevance, voire autre chose, puisqu'il a été mis en action une possibilité de leur faire payer, si j'ai bien compris, et c'est ce qui m'a été raconté juste, la conservation du matériel qui ne leur appartient pas dans la remise. C'est une proposition qui avait été faite sur un contrat précédent que nous n'avions pas levé puisque nous la trouvions tout à fait injuste et illogique. Et donc pour moi, si tant est qu'effectivement vous êtes resté sur le même taux que le taux d'origine, ce qui est juste et je trouve nécessaire pour le moment, il y a eu quand même des choses à payer en plus, donc j'aurais voulu savoir ce que ça représentait en termes de pourcentage pour les uns et pour les autres. Autre chose, au terme des travaux, je vois qu'il y a un engagement à ce que ça n'augmente pas, mais cet engagement il dure combien de temps? Est-ce qu'on peut amortir tous ces travaux sans avoir à augmenter dans les années à venir autrement que par la formule de révision? J'espère que j'ai été plus claire. C'est déjà beaucoup plus clair. Je peux répondre à la première partie. Il n'y a aucune tarification supplémentaire quant à la garde d'équipement des commerçants dans la remise, parce qu'il n'y a pas non plus de demande particulière. Je n'ai pas connaissance de matériel qui resterait dans cette remise, ou tout au moins on ne facture rien de plus à l'heure actuelle. Et donc ça fait 2 fois qu'on refuse systématiquement toute augmentation, puisque EGS nous a proposé effectivement d'une augmentation de 12% que j'ai vraiment refusé, dans la mesure où effectivement pendant la durée des travaux c'est sûrement pas le moment, hein. Donc on est très attentif et on en discute très librement au sein de la commission des commerçants, hein. Ça c'est ce point-là. Et par rapport, on a appliqué pour passer de 30 à 60 000, hein, la grille des taux qui existait. Voilà, tout simplement.
Là, je suis désolée de reposer ma question parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment entendu. À partir du moment où le nouveau délégataire s'est installé, il a appelé au paiement de quelque chose qui avait été dans le contrat, qui était donc une taxe supplémentaire à payer qui normalement était en lien avec le maintien du matériel. Alors, c'est ce qu'on m'a affirmé. Je n'ai pas été vérifié, c'est pour ça que je vous pose la question tranquillement. Ça veut dire que vous me dites aujourd'hui qu'il n'y a eu aucune nouvelle taxe, qu'ils payent exactement la même chose qu'auparavant et qu'il n'y a eu aucune augmentation depuis le début du contrat. C'est bien ça? Je n'ai pas du tout dit ça. Alors, je n'ai pas du tout dit ça. Mais on a tout simplement, alors je reviens sur ce qui a été dit il y a 2 ou 3 ans, on a purement et simplement appliqué la tarification telle qu'elle avait été définie quelques années auparavant et non appliquée. Pour quelques raisons que j'ignore, on a purement et simplement appliqué la tarification. Voilà, Donc vous avez appelé une tarification qui effectivement avait été proposée par le délégataire précédent, mais que nous n'avions pas appelée sciemment, puisque nous ne trouvions pas logique ça c'est un point de vue, nous ne trouvions à l'époque pas logique de faire payer aux commerçants le maintien dans une remise d'un matériel qui ne leur appartient pas. Oui, alors ça s'appelait effectivement un droit de remise qui peut être interprété d'une façon assez diverse. Nous, on a toujours estimé que ce droit de remise, et d'ailleurs ça a été compris par notre délégataire de cette façon, c'était purement et simplement la mise à disposition, qui n'existe pas sur les autres marchés, la mise à disposition de barnums, l'installation de ces barnums, l'installation de tables. Je rappelle que dans la plupart des marchés, les commerçants arrivent sur place et installent leur matériel et viennent, la plupart du temps, avec leur tréteau, avec leur table. Ce qui n'était pas le cas sur Bailly. Donc on a purement et simplement appliqué ce qui s'appelait un droit de remise, mais qui n'avait rien à voir avec l'abri de matériel dans cette remise. C'était l'installation des commerçants sur site 2 fois par semaine. Très bien, Rick. Non, ce que je veux... On recreuse et je poserai sans doute des questions écrites là parce que ce que j'entends ne correspond pas du tout à ce que je connais des marchés. Et pour moi, il y a aussi une location du matériel qui est intégrée et donc on ne peut pas faire payer 2 fois la même chose. On ne peut pas faire payer 2 fois la même chose. Non, il ne faut pas dire ça, Stéphanie. On est passé effectivement de 30 à 60 000 en appliquant la grille. Et je tiens à dire que l'allocation perçue par la ville de ces 60 000 €, je veux dire que ça reste tout à fait concurrentiel par rapport aux autres marchés. Donc il n'y a absolument aucun abus, aucun vice. EGS sont des gens effectivement très sérieux. Voilà, on a fait cela. Je n'ai parlé ni d'abus ni de vice. J'essaye de comprendre ce que les commerçants ont à payer et pourquoi. Il m'est raconté effectivement que pour certains, que ça a été difficile à digérer cette taxe. C'est bien pour ça qu'au lieu on aurait pu augmenter déjà l'année dernière de l'ordre de 10%, cette année de 12%, j'ai eu conscience qu'effectivement la location donc avait bougé. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au-delà des travaux, on n'a pas bougé la révision qu'on aurait été en droit de faire de ces 60 000. Je tiens à te dire qu'on est très proche. Je l'ai entendu et c'est bien. Très proche des commerçants, je tiens à le dire, et on est très donc, vigilants. Dans cette proximité, Jacques, que prévoyez-vous pour l'avenir en termes d'augmentation de la taxe d'occupation? Il est probable qu'un jour ou l'autre, on applique quand même une notion d'inflation, sachant que les prix, vous en êtes tous conscients, au cours de ces dernières années, ont quelque peu flambé. Nous n'en avons absolument pas tenu compte dans les redevances demandées aux commerçants. Donc probablement en 2025, on reprendra peut-être l'indexation des tarifs. Mais une nouvelle fois, rien n'est décidé. Selon la formule de révision, simplement. Oui, tout simplement. Oui. Mais tout simplement. Et je veux dire que le fait, avec l'arrivée de la halle, on n'augmente pas pour autant. Ça c'est certain. Est-ce que le rapport pourrait nous être communiqué, s'il vous plaît? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. J'avais une question sur le marché, sur la redevance et sur je
je cherche le mot, excusez-moi, le règlement qui était appliqué sur le marché, le règlement qui est appliqué au marché, il date depuis 5-6 ans. On n'a pas changé le règlement. Là, il a été actualisé. Il a été actualisé, oui. Une actualisation de prix. Non. Pour les prix. Oui. Non, on n'a pas changé la grille. On n'a pas changé la grille. La grille, elle existe depuis 5-6 ans et c'est toujours la même depuis 5-6 ans. On a simplement appliqué. Il y a 2 ou 3 ans, on a relancé une DSP sur le sujet, qui est un marché public, avec le même règlement qui existait il y a 6 ans. Absolument. On est d'accord. Donc le règlement n'a pas changé. Non. D'accord. Et bizarrement, la redevance est passée de 30 000 à 60 000. Parce qu'elle a été appliquée. Alors que mais on n'a jamais empêché le précédent mandataire de la DSP de ne pas l'appliquer. Donc je ne comprends pas ce qui se passait il y a 6 ans. Oui. Je ne comprends pas du tout. Puisque le règlement n'a pas changé. Il y avait des petits arrangements. Donc il y avait des arrangements entre amis. Voilà. Parce qu'on est quand même face à un marché public. On a lancé une DSP, c'est un marché public. Laisse-moi finir, Stéphanie. On est face à un marché public. Donc quand on lance un marché public, les gens répondent et les règles sont les mêmes pour tous. Absolument. D'accord. J'avais bien compris. Si donc il y a des arrangements entre amis, j'aimerais avoir une précision sur le rapport, puisque j'étais en charge du dossier, que je suis directement visée par cette phrase. Et je ne suis pas bien sûre de vouloir l'entendre comme ça. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'était une proposition que nous n'avions pas acceptée. C'est vrai que nous n'avions pas changé le règlement, point. Vous avez choisi de le faire, c'est simplement ce que je veux souligner. Et pour autant, je ne suis pas en train d'accuser ni dire qu'il y a vice ni quoi. Par contre, quand on parle d'arrangement entre amis, Vincent, je trouve que ça va un petit peu loin autour de cette table de conseil. Non, mais Stéphanie, si c'est de cela dont on parle, je pense que ça risque de provoquer des choses un petit peu plus difficiles. Alors, je vais répondre à ça. Quand je dis arrangement entre amis, je ne sais pas qui sont les amis. Hein. J'ai visé personne. Je dis qu'il y a des arrangements entre amis. Je ne sais pas comment... Eh ben, si tu te sens visé, écoute, je suis désolé. Mais en tout cas, je ne visais absolument personne. Non, mais je dis juste qu'effectivement, il y avait vraisemblablement des arrangements entre amis. Je ne sais pas où ont lieu ces arrangements. Si tu te sens visé, j'en suis désolé. Mais je dis juste que sur les marchés, il y a fréquemment des arrangements entre amis. C'était plutôt là mon propos. Ouais. Et je ne visais personne. Non. Parce que très sincèrement, Stéphanie, il y avait des commerçants qui ne payaient pas leur dû. Hein, et il y avait effectivement des arrangements entre eux et avec le prestataire. Je suis désolé. Voilà, donc là, on a mis le bon ordre par rapport à cette situation et ne te sens pas visé par ces propos. Voilà. Voilà, c'est plutôt prestataire et commerçant. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, y a-t-il d'autres questions? Excusez-moi. Voilà. Ben écoutez, on prend acte du rapport. On prend acte du rapport de GS. Nous allons passer à un autre rapport, celui de l'établissement foncier Île-de-France. Pardon. Donc, le développement de l'offre de logement constitue l'axe d'intervention prioritaire de l'EPFIF, à la fois de manière quantitative pour répondre à l'objectif de hausse de 30% de la production à horizon 2025 et de manière qualitative pour couvrir tous les segments de la demande, y compris les dispositifs innovants. Les principaux objectifs fixés dans le PPI 2021-2025 sont produire du foncier pour répondre aux besoins en logement, contribuer au développement et à la relocalisation des entreprises, contribuer à l'objectif zéro artificialisation nette, intervenir dans les territoires à enjeux structurants, accompagner la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. La convention conclue entre Bailly et l'EPFIF porte sur 6 périmètres. Les actions engagées sur ces secteurs sont les suivantes. Rue du Séquoia, l'EPFIF est propriétaire de la parcelle depuis 2019. La cession interviendra fin 2023. Une réunion publique de présentation du projet a été organisée en amont du dépôt du PC. Déposé le 29 octobre, il a été obtenu le 28 février 2022. L'EPFIF a procédé à une intervention sur le patrimoine végétal suite à une étude réalisée par un expert forestier.
L'opération bénéficiera d'une minoration et d'une subvention du département. Route de Saint-Cyr. L'EPFIF s'est porté acquéreur d'une nouvelle parcelle en 2021. Un phasage a été acté pour une opération de logement en 2 phases, dont 50% de logements sociaux et 50% en BRS pour la phase 2. L'opération bénéficiera d'une minoration de l'EPFIF. Rue de Maule, aucune acquisition n'a été réalisée par l'EPFIF sur ce secteur. Il interviendra par opportunité. Impasse de la Halte, aucune acquisition n'a été réalisée par l'EPFIF sur ce secteur. Il se tient à la disposition de la commune pour l'accompagnement dans la réalisation de cette opération. Rue de Chaponval, le transfert de propriété est intervenu à la suite de la préemption par l'EPFIF. Une promesse de vente sera signée avec l'opérateur désigné. La démolition sera engagée par l'EPFIF suite à l'obtention du permis de démolir obtenu le 11 juillet 2022. Le terrain portera un projet de construction de logements sociaux répartis entre logements sociaux et logements spécifiques. L'opération bénéficiera d'une minoration et d'une subvention du département. Rue de Noisy, l'EPFIF a acquis l'ensemble des parcelles composant le secteur. Le permis de construire a été déposé le 23 décembre 2021 et obtenu le 7 juillet 2022. La cession interviendra prochainement, le permis étant purgé. Le projet porte sur la réalisation d'une opération de 11 logements sociaux et 25 BRS. L'opération bénéficiera d'une minoration de l'EPFIF. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, l'établissement foncier des Yvelines, c'est le bras armé des communes, qui agissent à l'initiative de celle-ci, donc en début de projet ou au moment des préemptions. Ils peuvent aussi constituer, nous aider à disposer de réserves foncières. Voilà. Et je dirais que de passer par l'établissement foncier des Yvelines, c'est une sécurité. Et d'ailleurs, si je prends le cas de l'impasse de la Halte, on a demandé effectivement, avec le projet de la résidence senior, que l'EPF reprenne en main l'acquisition du foncier. Voilà. Bon, voilà. Donc, concernant la rue de Maule, malheureusement, on n'a pas pu les faire intervenir en 2017, et c'est bien dommage. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Merci. Ben, écoutez, on prend acte de ce dossier, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Voilà. Denis, nous sommes là sur les zones de production. Non. Non, pardon, je me trompe. J'ai été trop vite. D'accord, d'accord. Non, je dois vous parler du rapport d'activité 2022 du SEY, en vous rappelant donc la commune de Bailly adhère depuis 2010 au syndicat d'énergie des Yvelines et fait partie des groupements de commandes depuis 2014 pour l'achat de gaz et depuis 2015 pour l'achat d'électricité. On utilise beaucoup les capacités du syndicat pour le groupement d'achat dont on vient de parler, les travaux d'enfouissement, puisqu'ils sont en train donc de se terminer sur les moulineaux, pour le recoupement des certificats CEE pour les communes et pour le groupement de commandes pour le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Pour l'instant, c'est ce que nous utilisons. On a bien sûr profité des achats d'électricité et de gaz qui ont été faits, avec donc des tarifs qui sont, je pense, très très bons. Ce que je peux rajouter par rapport à ce qui est noté sur le document, c'est que en 2023, donc le SEY a la compétence mobilité propre, enfin en 2022, et depuis, il est en charge du SDIRVE, c'est-à-dire qu'il est en charge du schéma directeur des investissements de recharge de véhicules électriques sur le département des Yvelines. Donc il a une main mise sur toutes ces bornes, et en particulier chez nous, donc on a prévu 5 bornes. On a celle de la mairie, celle de la place du parking de Halte, celle de l'entrée de ville, et on va avoir donc dans un temps futur, en 2024, pour la place du marché, et nous pensons aujourd'hui à la place de l'église. Place de l'église, je ne sais pas si vous la voyez là-haut,
il y en a un parking qui permet d'accepter ce genre de choses. Vous avez donc sur le document tous les chiffres qui sont importants donc, au niveau donc, des achats. La seule chose que je peux encore rajouter, c'est que le déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques, nous avions organisé la première borne électrique directement par la mairie et nous avons fait reprendre par le SEY cette borne. Pourquoi? Parce que nous n'arrivions pas à couvrir les frais générés par la borne. On couvrait bien les dépenses électriques, par contre tous les frais pour s'en occuper, et c'était assez compliqué. Bon, c'était la première borne, donc il y avait pas mal de personnes qui venaient en mairie se poser des questions, et donc on a pensé que c'était la meilleure solution, c'était de leur confier l'ensemble des bornes que nous avons sur la ville. Je n'ai que ça comme remarque complémentaire à faire, et donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses, d'autres questions. Il y a des questions sur la présentation de ce rapport d'activité. Bah, écoute, il est bien sûr disponible hein, si vous voulez rentrer dans le détail. Ils sont tous disponibles, bien entendu. Donc on prend acte de la lecture de la synthèse de ce rapport. Quand vous dites qu'ils sont disponibles, vous pouvez nous les envoyer? C'est possible? Comment? Est-ce que vous pouvez nous les envoyer simplement? On va... Oui, je me souviens. Vas-y, prends. Parfois, on ne les a pas tous en numérique? Bien sûr. Mais par contre, généralement, c'est disponible sur les sites. Moi, j'en ai téléchargé plein directement sur le site du SEY, sur le site de D'accord. Ils mettent en ligne leur rapport. D'accord. Et par contre, sur celui du marché, là, vous pouvez nous l'envoyer? Ok, nickel. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Et nous passons à la définition des zones de production d'énergie renouvelable. Donc, Caroline, tu vas nous présenter ce sujet qui a déjà été abordé lors de la commission générale. Et je tiens à dire aussi que nous avons eu un comité élargi sur le sujet avec d'autres personnes. Donc en mars, je ne vais pas vous lire la délib parce que je vais essayer de faire plus court que ça et de vous le raconter, ce qui sera peut-être, j'espère, un peu plus clair. En mars dernier a été votée la loi pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable, parce qu'on se rend compte que sur la stratégie bas carbone, nationale bas carbone, on est à la traîne sur la production d'énergie renouvelable par rapport aux trajectoires qui avaient été envisagées depuis 2012. Et donc le gouvernement s'est demandé comment accélérer et a créé cette loi de création de zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. Pour ce faire, ils ont demandé aux communes, c'est une démarche qui part des communes, en fait, ils demandent aux communes de tracer sur un portail cartographique qui est porté par le CEREMA des zones qui ne sont pas du tout des zones à échelle de bâtiment, qui sont vraiment des zones de plus grosse taille, dans le but de permettre, in fine, aux porteurs de projets d'avoir une idée des zones dans lesquelles l'acceptabilité sociétale de l'implantation d'énergie renouvelable serait plutôt favorable. L'idée, c'est que sur ces zones-là, soit faciliter l'implantation de projets. Donc, ces zones sont fléchées par typologie d'énergie renouvelable. Caroline, tu disais on va pas refaire les slides, ça va être très long. Mais, voilà. Donc, voilà, on va juste mettre les cartes. En gros, par typologie d'énergie renouvelable, les cartes que vous aviez, qui vous ont été envoyées en début de semaine. Avant le conseil municipal, il n'y en a qu'une seule qui a été un peu modifiée parce que donc il est prévu dans la démarche de faire une consultation publique à la manière souhaitée par la commune, à la discrétion de la commune. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'était une commission transition écologique urbaine et plaine de Versailles ouverte à tout public. Donc auquel je me suis fait un plaisir d'inviter les gens qui viennent à mes ateliers plan climat et énergie territoriale et tous les citoyens volontaires de la commune par voie de newsletter. A été suggéré pendant cette session publique le rajout d'une zone sur le photovoltaïque. Donc en gros, les principes généraux, c'est que sur le photovoltaïque, on a fléché les zones qui sont déjà artificialisées,
où on peut exploiter de la toiture globalement. On n'était pas parti sur l'idée de flécher de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire de mettre des panneaux solaires sur les outils de production agricole qui nous nourrissent, et parce qu'on trouvait ça un peu périlleux comme exercice. Et il nous a été simplement proposé une zone supplémentaire qui fait l'objet de la carte que vous avez là sous les yeux, qui vous a été remise sur table, parce qu'on a rajouté 2 zones par rapport à ce qui vous avait été donné. Une petite zone triangulaire, toute petite, juste derrière la station d'épuration, et une zone... non, un peu plus bas à droite, descends, l'espèce de rectangle en bas à droite, là, tu vois le rectangle, voilà, et ben le bout de ce rectangle que tu viens de toucher, non, là où tu étais, celui-là, le bout de ce rectangle-là, voilà, il y a un tout petit triangle qui a été rajouté à ce bout-là, parce qu'il y a un morceau de champ qui n'est pas exploitable, et surtout ce rectangle-là, qui en fait est un champ qui n'est pas exploitable de manière agricole, parce que... pour produire de l'alimentation, parce que sur une décharge. Donc en gros, c'est de la terre posée sur de la décharge, et donc il est impossible de cultiver de quoi manger dessus. Donc on l'a rajouté pour le flécher agrivoltaïsme. Donc là, avec l'accord de son propriétaire. Avec l'accord de son propriétaire. Voilà. Et sinon, on est sur... voilà. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette démarche-là, d'une manière générale et pour tout ce qui est en orange sur les cartes, c'est que les zones fléchées en orange sont des zones dans lesquelles l'implantation d'énergie renouvelable sera favorisée essentiellement par des délais administratifs plus courts. Et les zones non fléchées seront un peu pénalisées par des obligations de mener des comités de projet. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que la zone est en orange qu'il y aura des projets, et c'est ni un gisement d'ailleurs, ça ne présuppose pas qu'il y ait un gisement, et ce n'est pas parce que la zone n'est pas fléchée qu'il n'y aura pas de projet. Donc voilà, c'est simplement une manœuvre simplifiante. Donc l'idée était plutôt d'oublier personne que d'exclure le plus possible. Donc en solaire, on a fléché les parties urbanisées essentiellement. Si on peut passer à la carte suivante, en méthanisation, on a simplement cerclé la steppe qui fait déjà de la méthanisation, la station d'épuration, et les fermes, en se disant que peut-être qu'à terme, ils auraient des besoins, mais on n'a pas été repéré dans les études de méthanisation, GRDF, etc., comme étant un gisement systémiquement propice, parce que trop loin des volumes ad hoc de production de déchets verts. Donc bon, c'est au cas où, mais on n'y croit pas plus que ça. Sur les réseaux de chaleur, on a fait un espèce d'abus de langage sur la géothermie profonde, parce qu'effectivement, on m'a fait justement remarquer pendant le comité, on n'est pas sur de la production, mais sur une consommation éventuelle sur des gros ensembles de chaleur produite par de consommation de type réseau de chaleur. Mais le puits ne serait pas sur bailli. On n'a pas vraiment de gisement, on n'a pas d'emplacement ni forcément d'acceptabilité sociétale sur l'implantation d'un puits à bailli. Et de toute façon, il y a des projets si proches que ça ne serait probablement pas vraiment envisageable d'un point de vue forage. Donc là, on est plutôt sur de la consommation. Si on peut passer, Fabien. Pour la partie géothermie de surface, là, pareil, on a fléché toute la partie habitée, entre guillemets, et ou agricole qui pourrait être intéressante pour essayer de pas pénaliser les là, on peut citer l'exemple de la résidence de la Source qui est en voilà, géothermie de surface. Voilà. Ensuite, donc voilà, pas de... Bon, évidemment, en éolien, rien du tout, vu qu'on est en plaine de Versailles, et puis il n'y a pas forcément de gisement de toute façon, ni d'acceptabilité. Voilà, donc c'est pas contraignant, et c'est plus pour aider à obtenir des délais plus courts. Voilà. Des délais plus courts et des subventions. Et éventuellement des achats groupés et autres, tout ça n'est pas encore particulièrement... Voilà. Avec ce souhait, effectivement, de tâcher d'amener cette géothermie profonde, puisque là, on est en train de travailler avec cinq autres communes sur un objectif de 120 gigawattheures par an. Et là, on va travailler sur la constitution d'une structure de production. On va travailler aussi à réunir les 5
communes qui sont intéressées sur le projet, hein, pour ensuite lancer une délégation de services publics et effectivement avec pour objectif d'avoir des coûts intéressants pour les principaux consommateurs que sont les résidences. Et simplement pour en revenir à la délib, pour pouvoir poster les cartos, les cartes telles qu'elles vous sont présentées là sur le portail cartographique du CEREMA, on a besoin de la délibération du conseil municipal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, j'ai une question sur le photovoltaïque. Qu'est-ce que pense l'ABF de ce plan où on peut mettre du photovoltaïque partout? Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a que dans tous les cas, c'est pas parce qu'on se déclare pas hostile à l'idée d'avoir du photovoltaïque que ça sera accepté. Et il n'y a aucune... en fait, cette loi-là, c'est une déclaration d'intention de dire on est favorable, mais si les ABF disent non, il n'y aura pas de projet. En gros, on reste soumis aux mêmes contraintes de réglementation environnementale, d'analyse environnementale, d'études et autres. Donc ça ne nous absout pas du tout de quoi que ce soit. On a les mêmes contraintes qu'avant, et si la contrainte répond non, les ABF ne veulent pas, non, il n'y a pas de projet, quoi. Aujourd'hui, à titre individuel, les demandes de travaux pour installer des panneaux photovoltaïques en cœur de ville sont refusés par l'ABF. Sachant qu'il y a quand même une grosse pression du Sénat sur l'ABF pour essayer d'assouplir un peu leurs prétentions, notamment sur l'idée des encastrements de panneaux solaires dans les toitures. Oui. Ils essayent de faire accepter la surimposition parce que ce n'est pas du tout les mêmes coûts. Il y a une évolution quand même sur le photovoltaïque, qui sont peut-être moins efficaces, mais qui sont à plat. Ah non, c'est pas moins efficace, c'est juste de l'esthétique. C'est juste vraiment pour... Il faut que l'esthétisme soit sauvegardé. Je pense à la halle du marché, je pense au toit de nos écoles, où là, j'espère bien qu'on pourra mettre des panneaux photovoltaïques. Il y a Alexandre qui a une question. Oui, Alexandre. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, les travaux sont rendus et on devrait avoir quelque chose sous 6 mois avec des préconisations d'implantation et concrètes pour enfin débloquer ces zones. Bien, écoute, merci de cette information. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, on va procéder au vote. Il n'y a plus de questions. On pourrait avoir un micro qui marche. Excusez-moi, appuie là, je suis désolé. Pardon. Nous allons adresser effectivement ces dessins, puisque c'est attendu par la préfecture. Ils souhaitent disposer effectivement de ces informations avant le 31 décembre. Donc pour ce faire, il faut que ça soit voté en conseil municipal. Donc êtes-vous favorable effectivement à ces zones d'accélération? Voilà. Je vous remercie. Donc c'est à l'unanimité que cette délibération donc aura été votée. Voilà, nous passons effectivement à l'approbation du chemin directeur des pistes cyclables.
Vous avez déjà, enfin, on a déjà parlé des pistes cyclables souvent dans toutes les réunions, et donc là vous avez devant les yeux donc le schéma directeur cyclable, il est en annexe 2, donc il est assez complet, et nous avons cherché à faire en sorte de tenir compte de tout ce qu'on pouvait imaginer comme piste cyclable. C'est pour ça que vous avez un document qui reprend 12 phases. Alors, j'aime pas le terme de phase parce qu'il y a une notion de temporalité, mais il n'y a pas de temporalité. Là, c'est tout ce qu'on peut imaginer comme piste cyclable, aménagement piste cyclable sur la ville. Vous en avez déjà entendu parler certainement, et puis vous les trouverez dans le document. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que Bailly est sur la ligne du RER vélo. Ça s'appelle la ligne C4 du plan vélo régional. Aujourd'hui, cette piste de 4 mètres de large, donc d'habitude c'est 3, là c'est une piste de 4 mètres, c'est comme une autoroute pour vélo, doit traverser la ville, et nous avons proposé, alors je ne sais pas si ça sera accepté, mais ça fait partie donc de ce qu'on peut proposer, c'est que le chemin de Marly, je ne sais pas si vous voyez celui qui est au nord du mur, qui est devant la forêt de Marly, le chemin de Marly là est très très bien placé. Bon, il est aujourd'hui occupé par l'ONF. Enfin, on aura certainement quelques difficultés à le faire modifier, mais ça serait une bonne idée de partir de la porte des Gondis et d'aller jusqu'à Rocancourt sans arrêt, et avec cette piste, super piste cyclable. Donc, ça fait 4 mètres de large, donc il faudra discuter avec j'allais dire, alors il n'y a pas d'arbres, je suis allé voir, il n'y a pas d'arbres à abattre, ils sont assez loin du mur les arbres, donc on devrait pouvoir. Ah oui, non, mais il faut créer une vraie piste cyclable, attention. Juste, il y a des obligations réglementaires de distance, et c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont pas sur la voie que... Tu parles des arbres ? Oui. Oui, mais on va étudier le problème, ne t'en fais pas. Non, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a rajouté 1 million à peu près vous avez donc dans le schéma donc des notions de somme, et on a rajouté 1 million pour cette partie-là, parce que ça nous permettrait d'avoir un passage de Bailly sur cette grande piste qui vient donc pour nous de Saint-Nom-la-Bretèche et qui va jusqu'à Rocancourt, sans les faire passer à l'intérieur de la ville, parce qu'on a une grosse difficulté, c'est la rue de Maule. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de solution pour faire en sorte que les cyclistes puissent passer avec une piste de 4 mètres de large à l'intérieur de cette rue de Maule. Tous les projets qu'on va faire sur la rue de Maule, c'est essayer de mettre en sécurité les cyclistes, mais pas avec quelque chose de 4 mètres de large, parce qu'on ne passe plus. Voilà. Très bien. Une petite question, ça se traite en partie avec l'ONF, ça, parce qu'ils sont en général peu prêteurs de leur foncier. On est tout à fait d'accord, sauf que ce chemin de Marly, il est marqué depuis toujours comme piste cyclable. Alors, on sait qu'il n'est pas... Aujourd'hui, faire du vélo dessus, il faut un vélo à gros boudin, enfin, il faut faire... C'est les vélos de VTT, c'est pas le but de l'autoroute cyclable, c'est pas ça. L'autoroute cyclable, c'est une voie bien plane, 4 mètres de large, donc pour que les cyclistes puissent se croiser sans problème, et c'est fait pour se déplacer, pour le travail, et donc c'est un projet qui doit être mis en place pour 2030. Donc on a un peu de temps, mais nous allons proposer cette solution. Je ne dis pas qu'elle sera acceptée, parce que comme vous dites, il y a l'ONF, donc... Oui, puis il y a la circulation piétonne, donc ça veut dire qu'il faut éventuellement déporter un petit peu. Mais c'est vrai que les piétons ne doivent pas être sur l'autoroute cycliste. Donc, mais c'est assez, pour moi, c'est une belle opportunité de se joindre à ce RERV qu'on avait, nous, localisé il y a déjà quelques années. Oui, bien sûr. Et c'est absolument incroyable, finalement, qu'il passe par la rue de Maule. On ne sait pas le faire passer, de toute façon. Oui, mais en fait, c'est incroyable qu'ils aient visé jusqu'à chez nous. Oui. C'est plutôt une chance, parce que ça reliera à un terme vraiment beaucoup d'endroits de la région parisienne. Oui. Bon. Alors, sur ce schéma-là, effectivement, il y a des priorités par rapport à ce document que tu présentes. Vous l'avez, enfin dans le document, je ne vais pas tout citer, mais on a essayé de rassembler dans ce document l'ensemble des idées que nous avions aujourd'hui. Alors à partir donc, des différentes réunions qui ont eu lieu, c'est pas nous tout seuls qui pensons à ça, mais donc c'est de faire en sorte que la ville de Bailly puisse donc être considérée par les cyclistes comme une ville apte à être traversée en sécurité, quoi. Voilà. Donc on a en priorité de la rue de Maltout au carrefour de la grille de Maintenon. Si tu veux parler il y a l'aménagement effectivement du carrefour de la rue de Maltout. Il y a le Chaussidou de la rue de Maltout toujours. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le cœur de ville, dont on a beaucoup parlé, qui figure dans bien des documents. Il y a le doublement des virages dangereux via Fontenay,
Et il y a le chemin des Moulineaux, bien entendu. Et sur les pistes cyclables de la D7 jusqu'au... Donc ça, c'est parti. Jusqu'au rond-point des Cueillettes. Rond-point des Cueillettes, là, malheureusement... C'est parti. Enfin, je veux dire que ce n'est pas la ville de Bailly, ça. Ça, c'est directement... C'est VGP, absolument. C'est un axe VGP. Mais malheureusement, on a appris aujourd'hui... C'était en 2025. Oui, c'est après les Jeux Olympiques. Voilà. Ça sera fait quand le rond-point d'accès à l'autoroute A12 sera fait. C'est à ce moment-là seulement qu'ils voudront bien faire cette piste cyclable. Donc, je l'ai appris hier soir, c'est pas vieux. Voilà. Donc, si vous avez des questions spécifiques, oui. Moi, j'avais une question. Denis, vous avez parlé de réunion, de préparation, de discussion. À quel moment s'est fait la réunion du projet phase 7 que je découvre aujourd'hui, là, maintenant? Ah, route de Fontenay. Ça a été discuté. Ces projets ont été abordés en commission... comité plutôt de mobilité, et sur ce, je sais pas, enfin à l'époque, nous avions donc le projet d'avoir le Chaucidou qui arrivait de Fontenay. Vous voyez bien? Oui. D'accord. Sauf que là, les parties prenantes, quelles parties prenantes ont été consultées sur ce projet? Ça touche les agriculteurs. Je voudrais rajouter. Excusez-moi Alexandre, mais ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un schéma directeur. Il n'y a pas donc de décision de prise. On a listé l'ensemble des choses qu'on pouvait faire et on l'a abordé dans certaines... peut-être pas ce point-là exactement, parce que ce point-là est très récent. Mais l'idée, par exemple, de doubler les vélos, de doubler la piste, la route de Fontenay, là où il y a les grands virages, en envisageant, on en est là, de racheter... donc une partie de terrain pour pouvoir faire en sorte que la piste cyclable et piétonne puisse être séparée de la route. Ça vient de sortir il y a quoi? Il y a 3-4 mois, on est en train d'étudier ça, il n'y a pas longtemps. Voilà, mais il est bien entendu, Alexandre. Mais c'est un schéma directeur, ça ne veut pas dire que je te l'ai dit. Bien sûr, tu seras concerté sur le sujet. Non, mais là c'est qu'un schéma. C'est qu'un schéma. Non? Et c'est comme, d'ailleurs, ça va me faire rebondir sur sur le vote que j'ai découvert aussi au niveau de l'agglomération VGP, sur les projets actés par VGP dans le cadre du développement pour caler au SDRIF, au projet du SDRIF 2040, sur le fait d'avoir choisi un axe potentiel de raccordement par la route de Fontenay-Fleury sur la départementale 307. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel bien entendu. On n'a pas discuté de ça non, mais... en cadre, réunion de cadre. Tout à fait, mais attends. Tu parles de la route, là, c'est-à-dire pour les voitures. Non, on ne parle pas des vélos. Okay, c'est seulement mis à l'étude. Et voilà, il n'y a rien d'engagé sur ce sujet-là. Bien entendu, il y aura concertation sur un point aussi important. Et on aura des avis différents entre nous sur ce sujet-là, Alexandre. Il y a eu une délibération et un vote sur le fait d'ouvrir cette faisabilité-là. Non, il y a eu une notion d'étude, et pas une priorité. Ah ben ça, je peux te le dire. Voilà. Donc en fait, vous avez Bailly a acté la possibilité et a validé l'idée de potentiellement travailler sur ce projet. Il existait déjà au sein du département, d'une part. Ensuite, nous en avons parlé au sein de Versailles Grand Parc, et il y a des... Voilà, on est... Bon, effectivement, on a ce problème-là en termes de circulation sud de Bailly, mais aucune décision n'a été prise. Non, là, franchement, on l'a justement mis entre parenthèses. Il n'est pas validé, je tiens à te le dire. Je considère que l'avoir déjà mis entre parenthèses est déjà un pas de trop. Voilà.
D'accord, Alexandre. Mais rassure-toi, on en parlera. On en parlera. Merci pour tes conseils, mais ça ne me rassure pas du tout. Bah, ce n'est pas des conseils, je te le dis. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le chemin directeur cyclable de la ville. Donc, êtes-vous favorable? Êtes-vous contre? Vous vous abstenez? Donc il y a combien d'abstentions? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, hein, Claude? 5. Oui, je t'ai compté. Voilà. Voilà. Merci. Nous avons maintenant le rapport d'activité du CCAS. Jacques, je suis désolée, ça ne se fait pas, mais je voudrais qu'on revienne simplement, si vous m'accordez quelques minutes, sur le point du marché. Parce que j'ai fait partie de la commission appel d'offres. Bon, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que c'est vrai que tu as vu passer pas mal de choses. Nous avions interrogé bien évidemment l'ancien prestataire, l'ancien gestionnaire. Il était a priori très mal barré, entre guillemets, dans la mesure où il ne faisait aucun reporting, notamment financier. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait un mal fou à avoir effectivement des notions de budget, etc. Le résultat de l'appel d'offres, je ne sais plus combien de prestataires nous avions interrogés. C'était le suivant, c'est-à-dire que nous avions l'ancien gestionnaire, plus les extérieurs que nous avions interrogés, qui avaient donné globalement une réponse budgétaire assez équivalente. Donc ils étaient shortlistés, il y en avait 3 shortlistés, oui. Voilà, et ils étaient assez équivalents. Celui qui ressortait nettement avec une réponse, j'allais dire, c'est un coup qu'a fait EGS. On était très dubitatifs, et je me souviens, on avait discuté ensemble, parce qu'ils proposaient quand même quelque chose d'intéressant. On s'est dit, on a des prestataires, moi j'ai fait plein d'appels d'offres, on a des prestataires qui finalement dans une enveloppe sont à peu près identiques, et puis on a vraiment une réponse qui est complètement différente. Et on avait beaucoup discuté à l'époque. Donc je voudrais quand même remettre les choses un petit peu dans le droit chemin. Et je trouve pas très sympa, et je suis très choquée de la remarque de Vincent, parce que je pense que ce genre de remarque n'a pas lieu d'être en conseil municipal. Là, c'est au niveau... Là, tu parles effectivement de l'appel d'offres, oui. Hein, et EGS avait de très bonnes notes. Exactement. Très nettement au-dessus. Très bonnes notes et de une très bonnes notes. Et une réponse financière. Sans compter qu'on avait eu des références. Oui, hein, on avait eu des références. Notre Élodie Sornet. Elle s'était renseignée, on avait des références. Oui. Et notamment sur des communes qu'elle connaissait. Exactement, hein, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et EGS toi. était vraiment bien au-dessus. Voilà, exactement. Donc je tiens à remettre la situation de départ à sa place. Mais l'appel d'offres, c'est bien effectué dans les règles. Voilà. Exactement, tout à fait. Je tiens à le dire. Voilà, merci. Voilà, nous passons donc au chapitre 11, rapport d'activité du CCAS. Lucie, je te laisse la parole. Merci. Comme tous les ans, c'est un rapport d'activité qui est très succinct. Vous pouvez le consulter en mairie. L'année 2022 a été marquée par le conflit en Ukraine. Bailly s'est mobilisé avec une collecte de dons et l'accueil de 5 familles chez des particuliers et 3 familles sur des logements appartenant à la commune. Il y a eu une subvention supplémentaire de 1 000 € qui a été octroyée à Entraide Logement Panier Solitaire dans le cadre de son action d'aide alimentaire auprès des déplacés ukrainiens. Les logements sociaux, pour l'année 2022, la commune a recensé 200 nouvelles demandes de logements actifs, soit au total 926 demandes. Ce sont majoritairement des personnes habitant déjà la commune ou des personnes voulant se rapprocher de leur famille déjà installées à Bailly. Et les dépôts de demandes de logement social sont en forte augmentation, comme vous pouvez le constater. Et comme on a un parc locatif social limité sur le contingent mairie et une très forte tendance des locataires à rester sur la commune, les changements de locataires sont rares.
En revanche, 2022, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est qu'il y a eu 6 mouvements, en fait, ce qui est beaucoup sur une commune comme la nôtre. Mais c'est vraiment une exception. Donc ensuite, il y a les subventions aux associations. Donc les associations locales à vocation sociale et ou caritative sont très dynamiques et attentives. Ainsi, le relais avec le service social se fait naturellement. Le CCS a soutenu par ailleurs financièrement les œuvres de ces associations à hauteur de 13 950 € en 2022. Les aides financières, donc, qui sont délivrées par le CCAS, donc, elles ont été principalement orientées vers une famille en difficulté financière en 2022. Et on a donné pas mal de bons alimentaires. Donc il y a 6 familles qui ont été aidées en 2022 pour 680 €, alors que c'était 3 familles en 2021 pour 300 €. Donc les bons alimentaires en 2022, c'était vraiment le gros budget du CCAS. Ensuite, il y a l'aide aux seniors. Donc, depuis 1994, le conseil départemental propose, dans le cadre du maintien de domicile des personnes âgées ou handicapées, de lutter contre l'isolement. C'est un dispositif dont la commune a adhéré en 1996 et depuis 2011, c'est Vitaris qui gère ce dispositif, Yveline Écoute Assistance. C'est donc la téléassistance que tout le monde connaît. Donc fin 2022, on a 48 personnes qui étaient inscrites. Et en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est la moyenne d'âge qui a beaucoup augmenté, c'est 87 ans, donc s'échelonnant de 62 à 101 ans. On avait un tout petit peu moins d'inscrits qu'en 2021, mais cette moyenne d'âge augmente vraiment, donc on a une population qui vieillit vraiment. Et ce sont principalement des personnes seules. Voilà pour le bref résumé du rapport d'activité. Il est demandé au conseil municipal donc, de prendre acte de ce rapport pour l'année 2022. Merci Lucie. Y a-t-il des questions sur le CCAS? Oui. Oui, je me demandais, bon là c'est le rapport 2022, j'ai bien compris, mais est-ce que par rapport aux planifications que vous avez ou d'activité 2023 et à venir, il va y avoir besoin d'augmenter les budgets pour répondre au mieux aux attentes? Non, effectivement, c'est vrai que c'est toujours bizarre de présenter un rapport 2022 alors qu'on est en fin 2023. On avait budgété pour 2023 à peu près la même chose, hormis l'ABS qu'on a mise en place, donc ça qui était un gros budget. Après, ce qui peut varier, ce sont les aides. Donc voilà, dans nos aides globales, mais on reste sur du bon alimentaire, sur de l'aide à la personne. Voilà, il n'y a pas d'explosion en fait dans ce qu'on avait budgété. Ouais. Et en arrivant aujourd'hui à l'aube de la fin de l'année, les budgets sont à l'équilibre? Oui, au CCAS, oui. Je crois qu'on n'a même pas dépensé tout le budget. Non, on arrive à l'équilibre. On va y arriver, mais on arrive à l'équilibre. Il n'y a pas d'augmentation, en tout cas, par rapport à l'exercice précédent. Voilà. Très bien, écoutez, merci Lucie. Donc, ce rapport est acté. Merci. Donc, dans le cadre de la délib numéro 12, remplacement d'un membre du comité d'administration du CCAS, donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, suite à la démission d'un conseiller municipal désigné en 2020 pour siéger au comité d'administration du CCAS, il est nécessaire de le remplacer. À l'époque, une liste avait été présentée, donc il est obligatoire de renouveler l'ensemble des administrateurs puisqu'aucun suivant de liste ne peut être désigné. Voilà. Donc, à l'époque, nous confirmons effectivement les élus tels que Lucie Catroux, Frédéric Guériman, Siam Roussel, Maëlys Luxor, et on ajoute effectivement Jean-Claire Buchard. Donc, je vous demande d'approuver cette liste unique pour continuer l'action sociale au sein de notre commune. Y a-t-il des questions? Voilà. Bon. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Cette délibération est acceptée. Et nous passons à la délibération
Numéro 13, convention cadre concernant la gestion en flux des droits de réservation des logements sociaux. Et je laisse la parole à Lucie. Alors, donc, la loi Élan de 2018 modifie les modalités de gestion des droits de réservation des logements locatifs sociaux et généralise une gestion de ces droits en flux annuel par les réservataires. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la gestion en stock, parce que... Alors, c'est quelque chose de très récent, en fait, ça nous est tombé dessus il y a 6 mois. Alors, la gestion en stock, c'est ce qu'on a actuellement sur notre parc social, c'est-à-dire que quand il y a un projet immobilier, on nous attribue tant de logements pour le contingent mairie. Voilà, donc à savoir que sur chaque programme, au centre, on a 28 logements, au Cornouillet, on en a 36, voilà. Et ce sont des logements qui, entre guillemets, appartiennent à la mairie et que nous pouvions attribuer à nos demandeurs de logement social. Donc cette fameuse loi Élan nous oblige à changer ce mode de fonctionnement. Et on va passer en gestion de flux. Alors, la gestion de flux, en fait, ça remet tout en cause, c'est-à-dire que nous n'avons plus un nombre de logements attribués. En fait, ils prennent... Je ne vous ai pas mis le mode de calcul parce que c'est quand même assez complexe. Je préfère vous expliquer. Quand on signe une convention avec un bailleur, il y a un nombre d'années, en fait, sur la convention, c'est 30 ans, 50 ans, enfin voilà. On va dire qu'on a 10 logements, il nous reste 5 années sur les 50 ans, et il y a un taux de rotation, en fait, qui est calculé par le département. Taux de rotation des logements sociaux. C'est-à-dire qu'à Bailly, je vous ai dit il y a 2 minutes qu'il y avait eu 6 mouvements sur notre parc social. La moyenne sur Bailly, en gros, c'est 2 mouvements par an. Voilà. Donc la moyenne départementale, sur nos 2 bailleurs, c'est 7,7 et 8,8. On a Domnis et Séquence, voilà, ce sont nos 2 bailleurs. Ils font un calcul que je ne vous expliquerai pas, mais qui est le calcul de base, et ce n'est pas nous qui le fixons. Il faut savoir que ce qui arrive là, ce n'est pas nous qui le demandons, on est obligé de l'appliquer. Je vais vous expliquer par rapport à nos 2 bailleurs. En fait, au centre, on a 28 logements qui nous sont attribués actuellement. On va passer en gestion de flux à 2 logements en fait, qui seront en rotation sur l'année, mais sur les 37 années à venir. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Après, ça peut augmenter, ça peut diminuer. Alors, normalement, ça ne diminuera pas parce que le calcul est ce qu'il est. Mais nous n'avons pas le choix que de fonctionner comme ça maintenant. Alors, les atouts, alors on nous dit que c'est pour favoriser la mixité sociale, la transparence des attributions. En fait, il y a un mouvement sur des logements qu'on ne connaît pas. En revanche, on pourra flécher un peu mieux les logements. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ah bah tiens, nous on va dire, ah bah, on a des fortes demandes sur des F1, sur des F2. Et là, en fait, le bailleur va flécher un peu mieux notre demande. Alors qu'avant, là, très récemment, on a un logement qui s'est libéré au centre, c'était un F2, on n'a pas le choix, on est obligé de chercher une famille, enfin la composition familiale. Là, au moins, nous, on va avancer au bailleur en fait, en disant, bah, nous, on a besoin de plus de ça. Et en fait, ils vont flécher quand ça bouge. Et là, ils vont revenir vers nous en nous disant, bah, là, nous, on a ça qui va bouger. On essaye de trouver un avantage à ce changement qui nous pose un petit souci quand même, mais qu'on est obligé d'appliquer. Et sur le Cornouillet, c'est à peu près pareil. On arrive à 2 aussi logements. Voilà, on nous attribuera 2 logements par an en mouvement. Voilà. Donc, il faut savoir juste que sur tous les prochains projets donc, immobiliers, donc on est avec Domnis, c'est notre bailleur, et donc la première année, on reste en stock. C'est-à-dire que les logements qui seront attribués restent en stock, mais passeront en flux l'année d'après. Mais c'est la première attribution. Voilà, la première attribution reste en stock et après on passe en flux. Là, on est relativement tranquille sur nos nouveaux programmes. Donc les chiffres là, qui ont été annoncés récemment restent ce qu'ils sont, mais après, ils passeront en flux à nouveau. Ouais. Alors là, ce sera encore un nouveau calcul. Pas nous qui le faisons. Voilà, parce que c'est pourquoi, quand on a présenté nos différents programmes urbains, on vous a vendu effectivement le fait qu'on pouvait avoir à peu près une 60% d'attribution. Hein, aujourd'hui, en stock, la préfecture a 30%, la commune 20%, et Action Logement 50%. Et par les garanties d'emprunt qu'on fait, ou les surcharges foncières, on arrive à augmenter ce chiffre de 50%, c'est-à-dire préfecture plus commune, à l'amener à 60%. Donc pour les nouveaux programmes,
on sera encore en gestion de stock, et c'est tant mieux. Oui. Pour le reste, hein, pour les centres et pour surtout séquences, on va voir où on va. J'espère qu'on pourra quand même négocier au-delà de leur formule de calcul, mais il est clair qu'au niveau de Versailles-Grand-Parc, hein, tous les maires des 17 communes sont choqués par cette mesure très administrative, hein, au profit des bailleurs, au détriment des communes. Bon, on assure, on fait. Hein, on va essayer de faire au mieux. Donc là, bah, c'est de nous passer, je dirais, la possibilité de signer ces conventions, hein, ces prochaines conventions. Ah bah, les conventions, elles sont mises en application là, au 1er janvier. Alors, au 1er janvier au mieux, mais voilà, on a déjà eu rendez-vous avec Domnis, avec Séquence, donc ça se met en place. C'est pour ça qu'il fallait qu'on passe la délib aujourd'hui. En tout cas... il y a un petit point aussi que vous avez dans la note de synthèse, c'est que ça ne s'applique pas à tous les logements, donc le flux ne s'applique pas pour les logements PLI, pour les résidences sociales et pour publics spécifiques, les structures médico-sociales, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les logements étudiants, les réservations au profit des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, et les logements réservés par les établissements publics de santé. Donc ça s'applique à nos prochains projets aussi. Voilà, notre projet rue Chaponval, voilà. Effectivement, où c'est de l'inclusif, où on participera aux commissions d'attribution avec la société philanthropique. Donc on n'est pas touché par ce texte. Hein. Voilà. Voilà. J'espère avoir été clair. Je vous avoue que nous-mêmes... Bertrand. On a eu du mal. On a eu du mal à comprendre, mais ça y est. Alors, si Bertrand, parce que Bertrand connaît bien le sujet, mais voilà, si vous voulez rajouter quelque chose... Bertrand. Juste pour compléter ce que dit Lucie, on passe d'un système en stock, c'est-à-dire que on a pour telle résidence le premier étage droite de 3 pièces et le 4e étage gauche de 2 pièces, pour lequel on a une réservation, l'occupant s'en va, c'est nous qui proposons des candidats. Là, il n'y aura plus de logements pointés, il n'y aura plus ce stock de logements pointés, il y aura à la place, sur une moyenne des mouvements au cours des dernières années, un droit d'attribution qui sera représentatif de ça. Et ça ne pointera plus un sujet, un logement particulier, ça devrait en principe être plus large et s'adapter aux besoins des collectivités et aux listes de personnes en attente. Si on se retrouve... aujourd'hui, à avoir... Alors, j'essaye pas de défendre la réforme, hein, parce que je vais me faire emplafonner. Si aujourd'hui, on a droit sur un logement de 2 pièces, que nos urgences, ce sont des 3 pièces, on est coincé. On n'a pas de solution. Là, en principe, on aurait plus matière à négocier avec le bailleur. Voilà. Je rajoute aussi un dernier point, c'est qu'au niveau de VGP, il y a un travail de fait sur des critères qui seront les mêmes sur l'ensemble des communes. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un truc extrêmement complexe, avec un calcul qui est effectivement assez horrible. Qu'est-ce que je peux rajouter voilà. Voilà, oui, c'est. En fait, on essaye de trouver. C'est vrai que, ouais. On essaye de trouver le bon côté. C'est peut-être cette souplesse, C'est de pointer un peu mieux voilà, les de pointer mieux les opportunités par rapport à l'ensemble des personnes qui peuvent. Ça exclura. Effectivement, ça peut être favorable. Ça peut être favorable. Mais là, effectivement. Ça peut être favorable, et alors d'autant plus avec alors on n'a que 2 bailleurs, hein, mais d'autant plus avec un des bailleurs avec lequel on a des bonnes relations et voilà, qui nous écoutent. Que c'est plus facile avec des petits bailleurs, parce qu'avec des petits bailleurs, il y aura forcément la négociation. Il y a plus de proximité. Mais de très gros bailleurs, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Alors effectivement, vas-y. Oui, là, excusez-nous pour les micros.
simplement suite à ce que tu disais. Ah, merci. Voilà. C'est sûr que c'est très frustrant quand on a des familles en difficulté et c'est vrai que ça change. Il y a des périodes différentes et si ça peut vous permettre de réagir au plus juste, ça peut être quand même avoir un effet vertueux. Bon. J'imagine bien que c'est assez effrayant de le côté administratif et les calculs obtus, j'imagine. On verra l'usage. Alors, ça veut simplement dire... donc, la délibération, tant que j'ai la parole, je continue. Non. La délibération est accompagnée d'une convention type qui sera celle qui sera proposée. Alors, la convention type, c'est celle qui est présentée par les services de l'État. Qui sera proposée à chacun des bailleurs. Et il y aura vraisemblablement un avenant tous les ans. Donc c'est vrai que sur un plan administratif, ça va être lourd. Voilà. Oui, ça va nous donner du travail complémentaire à nos équipes. Voilà. Il me semble que c'est une mesure qui est dynamique, qui consiste à gérer des disponibilités de logements plutôt que des stocks de logements occupés. Gérer des stocks de logements occupés, ça n'apporte pas grand-chose comme solution. Si la règle de gestion des attributions est correctement faite, ce sera beaucoup plus efficace. L'avenir nous le dira. On verra. L'avenir nous le dira, vraiment. Mais pour l'instant, c'est quand même nébuleux. Oui, au moins là, le flux est global. On verra. Mais tout dépend de la relation de la commune avec chacun des bailleurs. Hein, ça va être ça. Voilà. Merci. Donc, est-ce que vous autorisez le maire donc, ou son représentant à signer les conventions qui seront négociées avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire? Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Voilà, on va de nouveau laisser la parole à Bertrand qui va nous parler de l'attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Il y avait une question, pardon? Non? Comment? C'est Frédéric qui voulait ajouter. Non, pas entendu. Bertrand, peux-tu nous parler de l'attribution de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat? La prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Il s'agit de cette prime qui a été votée pour l'ensemble des agents de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière. La question s'est posée de savoir comment ça pouvait s'appliquer dans la fonction publique territoriale. Donc, effectivement, c'est une prime qui représente un coût réel et sur lequel, naturellement, il n'y a pas de compensation de l'État. Donc, ce qui a été décidé, c'est le texte de cet été, c'est de permettre aux collectivités de le voter sans que ce soit obligatoire. Donc, le texte lui-même prévoit des plafonds. D'abord, un plafond de revenus, au-delà duquel la prime ne peut être versée, et par tranche, des montants de primes qui sont à un taux maximum. Voilà. Donc, chacune des collectivités pouvait décider d'attribuer, de ne pas attribuer, d'attribuer à 100%, à 80%, à 50%, à 20%, voilà. Donc le choix qui a été fait à Bailly, c'est d'appliquer, de voter l'attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à concurrence de 50% du plafond. Donc voilà, si vous voulez, je peux aller plus loin sur le détail du calcul. Mais ça sera pire que les logements en flux. Donc, voilà. Donc je dirais que je vous remercie. Voilà, sur Versailles Grand Parc, il y a des communes qui n'ont rien donné, d'autres ont fait du 100%. Nous, on a opté pour 50%.
ce qui génère un coût pour la commune de 10 000 € qu'on tâchera effectivement de comptabiliser au titre de l'exercice 2023. Voilà. 10 000 € avec pour les contractuels les charges patronales incluses. Voilà, voilà. Donc, j'ajoute encore que ça concerne une quarantaine d'agents sur les 50. Pardon. Donc qui sont en deçà du plafond et qui ouvrent droit à cette prime. Avez-vous d'autres questions sur ce sujet? Donc on vote. Approuvez-vous le versement de cette prime exceptionnelle aux conditions qui ont été exposées? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On appuie sur le bouton demain matin pour la paye. Comment? On appuie sur le bouton demain matin pour lancer la paye. Parce qu'on va essayer de le verser sur l'exercice 2023. Oui, absolument. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Délib numéro 15, modification des critères concernant la prime versée aux agents recenseurs. Toujours à toi, Bertrand. Alors, encore quelque chose de bien technique. En octobre, je vous avais présenté les modalités de rémunération des agents qui allaient participer au recensement, j'allais dire au référendum, au recensement. On s'est aperçu, en regardant ce qui se faisait à droite à gauche, qu'on avait quelques critères qui étaient vraiment très restrictifs et qui ne permettaient à personne d'obtenir de majoration. Donc on a assoupli ces critères très légèrement. Là, même chose, le mode de calcul est un peu complexe, donc je ne vais pas m'appesantir. Voilà. Merci. Bon. Voilà, passons directement au résultat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On arrive à la mise à jour du règlement intérieur de la mairie. Merci. Alors là, il s'agit d'une délibération sur laquelle on n'a pas grand-chose à discuter, puisqu'en fait, c'est la transposition d'une nouvelle règle qui va être intégrée directement dans le règlement intérieur et qui concerne la situation des personnes atteintes de maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité. Et c'est ainsi qu'on modifie et on accroît les droits d'autorisation d'absence des agents. Donc là, je vous laisse lire, mais effectivement, c'est une disposition qui n'existait pas et qui se rajoute, dans le règlement intérieur. Voilà. Entendu. Y a-t-il des questions sur ce point? Bien. Donc cette délibération est acceptée. Merci. Je vous en remercie. Je passe aux questions diverses. Donc Alexandre avait souhaité qu'on mette en questions diverses les incidents du rue de Galie. Comment? Voilà. Non, j'ai rien oublié. Merci, Fabien. Donc les incidents du rue de Galie qui se sont déroulés le 2 septembre 2023. Donc on vous a remis le communiqué de presse là, dans vos dossiers sur ces événements du 2 septembre 2023. C'était l'information communiquée par Hydrolis. Moi, pour ma part, je me suis rapproché du président d'Hydrolis, Marc Tourelle, qui m'a précisé les points suivants. Aujourd'hui, le sujet est parfaitement circonscrit. La maintenance et le lavage ne sont plus de nuit, mais de jour sous contrôle. Donc, il n'y a pas de risque de mise en carafe comme ça s'est passé effectivement le 2 septembre. La faune est revenue. La technologie membranaire permet d'obtenir une eau propre sans ajout. C'est un traitement écologique qui permet d'être utilisé d'ailleurs par la ferme de Galie pour l'arrosage de ses cultures. Voilà, c'est le deuxième accident qui est survenu depuis 8 ans. Voilà ce que nous dit Marc. Faut savoir
que le Rue-de-Galie est seulement alimenté aujourd'hui par l'usine de traitement. Hein. En cours de l'accident, il y a eu un déversage de 2000 m3 au cours de ces 5 heures, contre 6000 en principe en période normale. Donc cet incident résulte de l'abaissement de la lame d'eau et du faible taux d'oxygénation. Donc ça a entraîné effectivement la mort de quelques dizaines de poissons suite à l'interruption de l'atelier membranaire tombé en carafe ce jour-là. Voilà la position et les informations complémentaires de Marc, et vous avez effectivement le commentaire par ailleurs. Alexandre, si tu veux ajouter quelque chose, bien sûr, sur ce point que tu as souhaité soulever. Déjà, quand j'ai pu observer cette pollution le jour J, alors pas de nuit évidemment, mais oui. le jour, je ne vous cache pas que quand je lis le communiqué de presse et que je lis la mort de quelques dizaines de poissons, c'est pas ce que j'ai malheureusement observé. Oui, oui. J'espère que, comme tu le dis, ça puisse se reconstituer. C'est ce qui est dit. Je lis aussi dans le communiqué que cette analyse permettra de définir les mesures compensatoires, et c'est là-dessus que j'aimerais avoir des précisions, hormis la maintenance qui doit se faire et le lavage uniquement de jour et pas de nuit. Moi, j'aimerais connaître la mesure compensatoire sur la perte de faune aquatique, car des millions d'euros sont engloutis pour améliorer la qualité de l'eau et pour reconstituer un milieu aquatique et ses abords très favorables à la biodiversité et à l'environnement. Je trouve ça vraiment un gaspillage d'argent, et je trouve qu'un exploitant a des comptes à rendre quand il y a une pollution que je considère en tout cas pour ma part une pollution importante, qui n'est pas non négligeable sur le milieu aquatique. Et j'aimerais, ce communiqué qui date d'il y a maintenant, on va dire 4 mois, j'aimerais savoir ce qu'il en est des observations et des comptages qu'il y a pu avoir et qu'il aurait dû en tout cas avoir pour voir un état de fait, parce que le comptage avait été fait juste quelques jours avant, avec des résultats très intéressants et vraiment très favorables, avec une diversité qu'on ne pouvait pas forcément espérer au moment de ces aménagements quand ils ont été faits. Donc c'était vraiment une belle réussite. Et là, moi, mon sentiment est que tout ça a été réduit à néant pour peut-être un dysfonctionnement ou une erreur ou un... Voilà. Je suis incapable de juger de ça, je ne suis pas expert. Mais en tout cas, je vois la conséquence et l'argent dépensé par les contribuables. Bon, il y a eu effectivement cet incident, mais il faut reconnaître que cette eau qui sort de l'usine de traitement, elle est relativement propre, et c'est quand même sur la démarche écologique, c'est tout à fait remarquable. Hein, c'est tout à fait remarquable. Moi, le lendemain matin, j'ai fait en vélo l'ensemble du Rue-de-Galie, de chez toi, Rennes-Moulin, Villepreux. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Voilà, alors, savoir le nombre de poissons qui, effectivement, sont décédés suite à cette affaire-là, voilà, mais maintenant, dire que les choses ont repris leur cours, je pense que c'est exact. Moi, je te propose, effectivement, d'en reparler avec le président d'Hydrolisme, qu'on puisse avoir, effectivement, réponse aux questions que tu poses. Oui, bah oui. D'accord. J'ai vu débarquer le dimanche matin, ou le samedi matin, je ne sais plus, c'était un week-end, des équipes qui venaient pour ramasser, donc de bonne heure, pour ramasser les poissons, ça se voit.
Donc tu es peut-être passé après la ramasse. Peut-être. Non, mais hein. Écoute. Et je n'ai pas dit que le travail de la station d'épuration n'était pas exemplaire. Le travail est très bien, une superbe évolution par rapport à ce qui était avant un vrai égout, le régali, etc. Absolument, oui. Aujourd'hui, c'est un égout mais propre, voilà, je dis, mais malgré tout, on ne peut pas se satisfaire d'un rejet de qualité et d'un dysfonctionnement comme ça qui détruit quasiment le droit adhérent. Non, mais d'avoir les éléments pour je suis d'accord, non, mais Hydrolis reconnaît qu'il y a eu un dysfonctionnement évidemment notoire et qu'ils ont pris les mesures pour que, en principe, ce genre de choses ne puisse pas se reproduire. Donc là, Marc Tourelle a été clair. Moi, vraiment, je te le redis, ça serait bien qu'on puisse le rencontrer et qu'il puisse nous répondre avec plus de précision sur les questions posées. Je suis prêt à regarder tes photos, bien entendu. Voilà. Une question très simple. Est-ce qu'il y a eu un nouveau comptage? Puisque tu nous dis qu'il y a eu un comptage 3 jours avant, c'est quand même pas très compliqué, voire même d'imposer à Hydrolis de faire un nouveau comptage. Tout à fait. Un état des lieux. Maintenant, où est-ce qu'on en est? D'accord. Bah, écoutez. Je lui passe le message. En effet, on fait comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pour les questions diverses. Y a-t-il d'autres points Alors, j'ai fait une sottise. J'en fais une généralement tous les conseils municipaux. Je ne vous ai pas représenté Julie, notre DGS, qui est arrivée il y a à peu près un mois et qui est déjà au courant de bien des sujets. Voilà. Si vous pouvez vous présenter. Bonsoir, enchantée. Donc Julie Desmar, je suis arrivée le 20 novembre en tant que directrice générale des services de la mairie de Bailly. Rapidement, je viens de la mairie de Nanterre. J'ai travaillé essentiellement pendant mon parcours professionnel dans l'urbanisme et dernièrement essentiellement sur le foncier. Donc voilà, c'est plutôt ma matière de prédilection, mais je suis ravie de pouvoir toucher à l'ensemble des sujets d'une mairie et des projets de Bailly. Voilà. Donc, avec beaucoup de sujets là sur 2024, notamment le démarrage de la révision du PLU, qui seront évidemment vraiment encadrés par Julie. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Et donc, à très bientôt.